Bonjour à tous, bienvenue, je suis super content, la salle est super commode, je pensais qu'on serait que 2 ou 3, vu que je viens de chez Microsoft et que... Enfin bon, voilà. Je m'appelle Sébastien Pertus, donc je travaille chez Microsoft France. Le micro est bien branché, si j'ai un léger accent qui ne s'entend pas trop, c'est parce que je viens de Toulouse, mais je travaille à Paris. C'est chiant, bon bref. Et je vais vous parler aujourd'hui de Node.js. Je suis évangéliste technique chez Microsoft, si vous voulez savoir ce que je fais, il y a mon Twitter. J'ai tellement de choses à vous dire que je vais passer très vite sur ça. On va parler de Node.js. Ce talk, je le fais à peu près tous les mois et je refais des slides tous les 15 jours, tellement ça va vite. Donc j'ai encore refait des slides hier, j'ai encore changé les démos, donc j'espère que ça va passer. On va parler de tout ça, de Node de 7 à 9, on va parler d'ECMAScript. On va aussi parler de Michael Jackson. Je sais que ça paraît bizarre, mais il y a un rapport. Et vous verrez ça tout à l'heure. Alors, ce monsieur-là, c'est Brendan Eich, c'est lui qui a inventé JavaScript. Juste pour la suite du talk, on dit soit ES6, ES7 ou ES8 pour la spécification ECMAScript, ou alors ES 2016 ou ES 2017. Pour aller plus vite, on va rester sur ES6, ES7, ES8, si ça vous va. De toute façon, comme c'est moi qui ai le micro, ça ira. Donc ECMAScript, juste petit rappel, hein, on a eu donc plusieurs versions qui sont sorties depuis 98. La légende veut que Brendan a fait la première version en 98 en 48 heures. On sait maintenant pourquoi on se trimballe undefined et nul depuis ce temps-là. ES4 n'a jamais existé, donc si jamais on vous le sort en soirée, vous pouvez dire non, ES4 ça n'existe pas, puisqu'ils se sont loupés, ils ont fait un fork, ils sont partis directement sur ES5. Aujourd'hui, la plupart des gens travaillent sur ES5, mais sachez que nous avons depuis pas mal de temps déjà ES6, ES7 et ES8. D'ailleurs, en parlant des specs, pour que tout le monde soit bien au courant, nous avons ES6 qui est sorti en 2015, la spec, qui a donc été implémentée dans les navigateurs globalement un an plus tard, donc en 2016. ES7, donc la spec est sortie en 2016, c'est implémenté dans les navigateurs jusqu'à aujourd'hui. Et après, vous avez ce qu'on appelle le TC39, qui sont les propositions pour ES8. Okay, tout ça, c'est important pour la suite du talk, parce que nous, on va essayer de faire que du ES au moins 7, voire 8. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Eh bien, ES6, globalement, entre 95 et 100%, suivant les versions de vos navigateurs. Vous savez qu'aujourd'hui, tous les navigateurs se mettent à jour automatiquement. Donc, soit en activant les flags, soit en laissant faire, vous avez très vite les nouvelles features qui arrivent. C'est pour ça que JavaScript va de plus en plus vite dans l'implémentation des nouvelles features. La colonne de gauche, c'est pour IE11. Je l'avais mis juste pour le fun, voilà. Il y en a qui travaillent encore sur IE11, ici, dans la salle ? D'accord. Bon, alors, next. ES7, donc encore une fois, avec les Night Build, on en est globalement à entre 76 et 100% pour la dernière version de Firefox. Juste pour petit rappel, le moteur de Edge, c'est Chakra, le moteur SpiderMonkey pour Firefox, V8 pour Chrome et JavaScript Core pour Safari. Et donc IE11, toujours le bon élève, mais comme on l'aime tous, je l'ai mis des petits cœurs pour cacher la misère. Mais bon, aujourd'hui, on travaille tous sur Edge, évidemment. Voilà. Bien, les présentations sont faites. Alors, je travaille chez Microsoft, donc vu que j'ai un salaire à la fin du mois, il faut que je vous vende un petit peu de 3 trucs. Donc, je vais parler un petit peu de TypeScript. Est-ce qu'il y en a qui ne connaissent pas du tout TypeScript ? Ah, putain, c'est bien. C'est vrai ? Putain, je suis super étonné. Bon, ben c'est nickel. Bon, ben j'ai plein de slides à pas vous montrer. Je vais parler de TypeScript. Pourquoi ? Parce que TypeScript, ça va me permettre globalement de vous montrer les nouveautés. Petit rappel, TypeScript est un outil qui permet de transpiler du code JavaScript, du code TypeScript en JavaScript. La différence entre transpiler et compiler, elle est notable. Tout le monde dit compiler aujourd'hui, mais juste pour briller en société le soir, sachez que transpiler, c'est transformer un langage dans un autre langage, mais dont la base est la même. TypeScript, c'est du JavaScript. Donc quand je prends du TypeScript et que je le transforme en JavaScript, je transpile, parce que je reste sur la même base de langage. Le compilateur, lui, il va transformer un langage dans un autre langage complètement différent. Quand on utilise un langage managé comme C# ou comme Java, on compile en IL ou en bytecode. On change de langage. Sachez qu'il existe un compilateur qui compile du C++ vers du JavaScript. C'est de la compilation. Ce n'est pas parce qu'on file un langage machine de bas niveau que c'est forcément que ça qui concerne la compilation. Bref. Si jamais je dis compiler dans le reste du talk, ne m'en vouillez pas, mais voilà, aujourd'hui, on dit compiler à toutes les sauces. Voilà, juste pour vous, vous saurez, avec ça, avec la version de ES4, vous pouvez vous le raconter. Alors, TypeScript, c'est du JavaScript qui scale, on l'a compris, parce qu'on a beaucoup de choses qu'apporte TypeScript, notamment le fait de pouvoir typer ses données. Donc, c'est un subset de JavaScript, je vous l'ai déjà dit. Ça marche partout. Alors ça, c'est
Ça, c'est marketing, parce que comme c'est du JavaScript, ce n'est pas TypeScript qui marche partout. C'est le JavaScript qu'on génère, qui marche partout, sur n'importe quel OS. C'est open source, ça c'est plutôt cool. On est les premiers contributeurs de GitHub chez Microsoft. On a donc beaucoup d'outils de ce fait-là et beaucoup de features que je vais vous montrer. Et ce qu'il y a de bien avec TypeScript, c'est que finalement, aujourd'hui, quand on travaille avec JavaScript, ça, c'est ce qu'on aimerait faire. Entre ES7 et ES8. Ça, c'est nous les développeurs, on aimerait bien utiliser tous ces outils-là. Bon. Par contre, ça, c'est le côté serveur. Donc Node, on est entre ES6 et ES7, globalement, suivant les native builds que vous utilisez. Ça, c'est le rêve de tout un chacun. Et ça, c'est ce qu'on doit faire aujourd'hui quand on est en entreprise. Et encore, je ne parle pas de IE 7, 8, 9. Donc, il y a un petit gap qui est un peu compliqué à gonfler. Et ce que va permettre TypeScript, c'est ça. C'est de prendre n'importe quelle norme et transpiler votre TypeScript dans cette norme-là. Vous allez viser une norme, supposons ES7, ES8, et TypeScript va le transpiler dans ce que vous avez défini comme objectif. Ce qui fait que du coup, c'est cool parce que vous pourrez faire ce que vous voulez avec les nouvelles features et surtout ne pas vous embêter à savoir si ça va marcher sur telle ou telle norme d'ECMAScript. Parce que c'est TypeScript qui va le faire pour vous. Donc, il va transpiler d'une certaine façon suivant ce que vous allez mettre en place. Et ça, c'est quand même bien. Okay, et plus on va aller en avançant, et plus ce sera toujours le cas. Bien. Du coup, je vais vous faire une petite démo avec TypeScript et Node. Ça, c'est PowerShell. Donc, c'est notre bash à nous. Mais comme je sais que je suis aujourd'hui ici avec vous, j'ai décidé d'utiliser bash parce que, bon, voilà. Alors, c'est gentil de m'applaudir avant la première démo. Ça peut m'aider. Alors, du coup, ici, donc, j'ai bash. Voilà. Et je vais donc faire un petit projet from scratch. Alors, première chose, on va faire du npm. Donc, on va faire un init, -f pour aller plus vite. Et après, je vais utiliser TypeScript. Tout le monde voit au fond ou c'est bon? Hop, je peux faire un peu mieux. Init. Et donc là, on va initialiser un fichier de configuration. Alors, c'est TS. Alors, des fois, c'est init, des fois, c'est tiré. Il faut toujours savoir. Et après, on va installer Express. Express. Alors. OK. Alors, vous inquiétez pas si on ne voit pas le RES, c'est parce que j'ai un petit problème dans mon bash RC. Peu importe. Et après, je vais faire un install @type. Ça, c'est pour avoir le typage dans TypeScript. Okay, donc, comme vous connaissez TypeScript, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Voilà. Et maintenant, je lance mon éditeur de code préféré, qui est donc VS Code. Voilà. Donc ici, j'ai VS Code et j'ai plusieurs packages. Et je vais faire directement un nouveau fichier que je vais appeler app.ts. Et dans ce fichier-là, donc je vais ouvrir ma console ici, qui est ici, mon terminal. Et voilà, on va pouvoir travailler. Donc, on va faire du Express, c'est ce qu'on disait. Donc, on va faire un import. Pour l'instant, j'utilise une syntaxe d'import qui est la syntaxe ECMAScript. Je ne vais pas faire du require. Et pour l'instant, je ne vous explique pas pourquoi je le fais comme ça. Je vous l'expliquerai à la fin du talk. Donc, je vais faire un import from Express. Et vous voyez qu'ici, déjà, j'ai l'intelligence. Mais je vais tout importer. Donc, je vais faire un étoile as Express. Et voilà. Et après, je vais faire un var app.express. Ça, vous l'avez déjà tous fait. Bon, évidemment, vous allez utiliser Express Generator pour faire ça pour vous, hein, mais nous, on est entre nous, on va se le faire à la main. Et après, on va faire un app.use. Donc, l'intelligence, ça, c'est plutôt quelque chose d'assez sympa. Hop, et après, on va faire res. Non, par contre, c'est la request en premier et la response en deuxième. Donc, j'utilise une function, nouveauté de ECMAScript 6. Hop, là, c'est un point virgule. Allô, je suis sur ça. Et après, on va faire un res.send. Donc, hop, hello, all. OK. Et après, je fais un app.listen sur le port 3000 au pif. Voilà. Et après, je vais lancer node app.js. Et si ça marche, je serai content, mais non. En fait, qu'est-ce que j'ai oublié? Pardon? C'est un TS, évidemment, forcément. Ça ne peut pas marcher. Donc, ce que je vais faire, je vais donc lancer TSC en mode watch, c'est-à-dire que dès qu'il va voir un fichier qui apparaît, il va automatiquement le transpiler en JavaScript. Donc maintenant, j'ai ça qui va tourner en background. Je vais ouvrir un nouveau bash. Et ici, vous avez maintenant mon fichier JavaScript qui est apparu ici. D'accord? Ce fichier JavaScript contient la version transpilée
de mon code TypeScript. C'est du beau code. Si ce n'est qu'il n'y a pas les... il y a juste ça que rajoute TypeScript pour s'aider. Mais après, tout le reste, c'est du require classique. Donc maintenant, je peux faire mon node app.js. Boum. Je vais ouvrir mon navigateur préféré. Et je vais lancer localhost et ça marche. Voilà. Merci. Alors, c'était cool, ça m'a fait plaisir de venir vous voir. Sinon, à part ça, qu'est-ce que je peux faire de plus? Ah oui. Alors, maintenant, on va voir un petit peu l'intérêt de TypeScript. On va donc se faire un nouveau fichier qu'on va appeler people. people.ts. Et dedans, je vais commencer à faire un export. Encore une fois, je n'explique pas trop pourquoi je fais ce genre de syntaxe-là, mais on va le voir ensemble. Personne. Là, l'idée, c'est de vous montrer un petit peu ce que va apporter TypeScript dans la vie. Donc, comme je suis en TypeScript, je peux définir des variables que je vais typer. String, first name, string, et après, je vais faire un constructeur. Constructor, dans lequel je passe fn, qui est donc un string, ln, qui est donc un string. Vous avez un raccourci. Si je fais public, âge égale, alors je vais mettre mon âge, voilà, et automatiquement, ça va me générer la propriété privée, ça va l'affecter dans le constructeur. Du coup, je fais un this.firstAge, firstName prend fn, this.lastName prend ln, et je n'ai pas besoin de faire pour l'âge. Et après, on va faire une petite fonction qu'on va appeler getFullName, voilà, qui va retourner, donc nouvelle syntaxe avec les tildes, le truc super chiant sur un clavier AZERTY, this.firstName, OK, CTRL-C, CTRL-V, CTRL-V, âge, last name. Donc, si je ne m'abuse, est-ce qu'il a bien tout transpilé? Oui. Donc, voilà, on voit ce qu'il a transpilé pour une classe que j'ai créée en TypeScript. Il me l'a fait, il m'a donc fait une closure. Donc, une fonction, ce que vous aimez tous écrire quand vous faites du S5, hein, voilà, avec l'appel de la closure, etc., et un export. Mais comme on est en TypeScript, et que vous dites, tiens, oui, alors aujourd'hui, je suis sur un navigateur de dernière génération, eh bien, je peux passer en ECMAScript 6. Eh bien là, vous êtes tout simplement dans votre fichier de configuration ici, et vous lui dites, hop là, vous lui dites ici, tu ne me génères pas du TypeScript du ES5, mais du ES6. Je sauvegarde, le watcher a vu qu'il y avait un fichier qui avait été modifié, je reviens sur people.js, et boum, j'ai une classe. La seule différence avec ma classe que j'ai en TypeScript, c'est qu'il n'y a pas le typage. C'est bien, hein? Voilà. Et donc, du coup, maintenant, je ne m'occupe plus de savoir si je suis en ES6, ES5, ES4 ou ESVNext. Je n'ai qu'à le configurer dans mon fichier de configuration. Alors, juste, je fais quelque chose à vite fait parce qu'il va me saouler tout à l'heure. Voilà, pour pas qu'il m'embête avec ça. Voilà. Vous avez rien vu? Voilà. Et donc, maintenant, je vais l'importer dans mon fichier ici. Et donc, ici, je vais faire un import. Alors, le gros avantage de TypeScript et de VS Code, c'est qu'on a l'intellicence, et ça, quand même, il n'y a pas à dire, c'est bien. Et là, j'ai ma personne, et je peux faire un var p égale new person de, donc, Sébastien Pertus. Et donc, comme mon âge était déjà défini par défaut, je ne le mets pas. Ici, je fais hello, hop, voilà, ça aussi. Et on va faire hello, donc, $. Donc p.getFullName, voilà. Et ça me paraît pas trop mal. Déjà, là, je suis bien, et donc je peux relancer mon application. Ah oui, alors là, j'ai fait un node.app.js. Je vais vous montrer qu'on peut directement utiliser une propriété de TypeScript qui permet de débugger du TypeScript en exécutant du JavaScript et de ne pas forcément passer par le navigateur. Donc, ce que je vais faire, on passe ce qu'on appelle par des fichiers de mapping. Ces fichiers de mapping, vous allez les activer dans le fichier configuration ici. Donc, je mets source map égale true. Voilà. Donc, il va générer ici un nouveau fichier qui s'appelle un point .map, qui est ici. Vous pouvez le faire disparaître dans l'arborescence parce qu'il ne sert à rien. D'ailleurs, je vous le montre ici. Un jour, j'ai essayé de comprendre à quoi ça servait et je n'ai pas réussi. Donc, on laisse tomber. Et du coup, je vais lui dire maintenant de les utiliser, par contre, quand je vais lancer mon application. Pour lancer mon application, j'appuie sur F5. Ça va me générer un fichier de configuration. Qu'est-ce qu'il me dit là? Alors non, close, j'ai pas du tout sauvegardé. Ouais, j'ai pas du tout sauvegardé, alors excusez-moi, on va faire CTRL-KS. Alors, oui alors. Save all.
Alors pourquoi est-ce que... Ah ouais, d'accord, ok. Donc don't save, c'est bien, pour perdre du temps, il n'y a pas mieux. Don't save, voilà, donc là, CTRL-S, F5, du node, cannot find the bug pour... Ouais, super. Alors, on va faire F1, launch, ok. Alors, ok, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Je sais pas pourquoi il me saoule, lui. Je reçois jamais de mail, mais là... Alors, pourquoi est-ce qu'il ne veut pas me créer... Alors, normalement, il est censé me créer un fichier de configuration. Bon, dans le doute sur boot, hein, on connaît. Alors, hop. Alors, il ne veut pas me définir... J'ai fait la démo tout à l'heure, mais ça n'a pas vouloir de... Alors, c'est launch... open launch.json. Ouais, c'est ce que je voudrais. Non... Open launch.json. Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas? Non. Non, normalement, il est censé m'ouvrir un nouveau fichier. Bon, ça va être assez rapide. On va le prendre dans un autre... Je l'ai fait tout à l'heure, hein, c'est pas comme si je ne m'étais pas entraîné pour la démo. Hein. Voilà. OK. Donc le voilà. Donc ici, j'ai un fichier qu'il aurait dû me générer, mais bon, ainsi va la vie. Ça, c'est ce qu'on appelle l'effet Bonaldi. Et donc, je lui ai dit de lancer un .ts. Comme on a fait les fichiers de mapping, il va être capable de lancer le .ts et d'exécuter du JavaScript dans le browser. Et donc ici, je vais pouvoir mettre ici, par exemple, un point d'arrêt. Et ça, c'est plutôt génial, parce que maintenant que je fais F5, automatiquement, j'ai l'intelligence qui apparaît et le débugger, ce qui est plutôt cool. Du coup, ici, j'ai même ici l'ensemble de tous les éléments qui constituent mon objet, avec tout ce qu'il contient, etc. Et je peux donc débugger, je peux mettre un watcher, je peux vérifier la code stack, et ça continue normalement à fonctionner. Voilà. OK? Donc ça, c'est plutôt bien pour travailler quand on fait du Node. Modulo, le fait qu'il veuille bien générer ce fichier de lancement, mais bon, peu importe. Ainsi va la vie. Donc je vais fermer les autres. Close to direct. OK. Donc voilà, petite démo vite fait pour montrer à quoi ça ressemblait TypeScript et Node ensemble. Donc, parlons de Node, justement. Node, ça va très très vite. Pour vous donner une idée, la version 8.7 a à peu près 10 jours. La version 8, la finale version est sortie en mai. La version 7 est encore mise à jour. La dernière mise à jour était en juillet. Et la version 6.11, qui est donc la LTS, la long term, je ne sais plus quoi, a été mise à jour le 3 octobre. Bien. Donc, parlons un petit peu de tout ça. Le support d'ECMAScript, c'est quand même quelque chose d'important pour Node. Ils veulent supporter ECMAScript. Et aujourd'hui, on a un support globalement à partir de la version LTS sur ES6 de 99%. Et dès qu'on passe sur les native builds, même ES7, ES8, ça commence à être plutôt pas mal. Si vous voulez voir un petit peu comment ça se fonctionne, vous pouvez aller voir ce qu'on appelle les propositions qui sont faites sur Node, qui est donc sur GitHub, ce qu'on appelle l'EPS, et les propositions qui sont faites pour la prochaine version de Node, qui est donc la version 9, enfin en tout cas la version suivante, c'est le support des streams, des modules, de l'URL et ce qu'on appelle les asynchronous API. Voyons voir. Et après, quand on parle de l'implémentation de tout ça, c'est ce qu'on appelle, on va voir le CTC, qui sont donc les Core Technical Committees and Collaborators. Et dedans, il y a beaucoup de gens. Il y a des gens de chez Microsoft, des gens de la fondation Mozilla, des indépendants, etc. Et tous ces gens-là discutent. C'est assez génial de suivre les comptes rendus parce qu'ils scriptent tout ce qui est dit pendant le compte rendu. Et vous avez même sur YouTube des vidéos qui sont que du son. Vous pouvez écouter les conversations. Des fois, c'est assez marrant. Donc, tous ces gens-là ont fait des choses depuis Node 7.10. Alors, on va en parler un petit peu de Node 7 parce qu'il y a quand même 2-3 trucs que vous voudrez peut-être savoir sur Node 7 que vous n'utilisez pas encore forcément et qui sont intéressants à connaître. Par exemple, tout le monde a eu ça un jour dans sa vie, ce qu'on appelle le callback L en JavaScript. OK ? Voilà, c'était pas moi, j'ai déjà fait des trucs qui sont assez indécents, où on ne voyait même plus la première lettre de ma ligne, tellement c'était à droite. Heureusement, nous avons les promesses qui sont arrivées, qui donc font partie de ES6 et ont donc été implémentées dans Node 7. Ce qui est bien, c'est que du coup, on peut les chaîner, et ça, c'est plutôt cool. Dans ES7, qui n'est donc pas encore terminé, puisqu'elle n'est pas encore implémentée dans tous les navigateurs, nous avons ce qu'on appelle async await.
qui est donc un wrapper autour des promesses et qui utilise globalement les générateurs. Et la syntaxe, ça permet de faire de l'asynchronisme en procédural. Alors évidemment, c'est tiré c'est inspiré de ce qu'on fait en .NET. Est-ce qu'il y en a qui font du .NET ici, du .NET? OK, merci. Et donc on a déjà async await dans .NET, ça a été implémenté dans TypeScript, qui le transpilait en générateur, et la fondation et l'ECMAScript a dit tiens, c'est pas mal ce que vous avez fait là chez Microsoft pour une fois, on va le récupérer, on va l'implémenter dans JavaScript. Donc aujourd'hui, on a async await dans la norme, et ça a été implémenté dans Node. Async await, vous l'avez que à partir de globalement la version 7. Aujourd'hui, la LTS en 6.5 ne l'implémente pas. Sauf que, comme on utilise TypeScript et que lui, il va être capable de le transpiler, il a fait un polyfill. Donc même si vous visez du Node 6 parce que vous êtes en LTS, vous pouvez déjà faire du async await dans vos projets puisque vous utilisez TypeScript. Démo. Et pas avec PowerShell, avec Bash. Alors, pour faire ça, on va faire un petit exemple, vite fait. Donc je reviens ici, et on va faire, donc vous connaissez tous set timeout, donc on va faire un truc qui va s'appeler wait, qui est une fonction. Comment je l'écris? Laissez-moi regarder. On va faire une fonction. Comment je l'écris? On va faire var wait égale fonction dans laquelle on va passer un timeout. Donc je vais être sûr que c'est un number, hein, soyons propres sur nous. Et on va lui dire, tu vas me renvoyer une promesse. Donc promesse, il y a un resolve et un reject, et qui va faire un, hop là, allez, s'il te plaît, sois cool avec moi, un set timeout de, donc resolve pour ça, et après on va lui passer le timeout qui est ici. Voilà, donc là ici j'ai fait une promesse, rien d'extraordinaire, que je vais pouvoir utiliser ici. Quand on fait une promesse, on fait un wait de par exemple 2000, et après on fait un then. Vous connaissez tout ça, et je fais un catch à la fin. Sauf que, async await, la base d'un async await, c'est une promesse. Et si vous avez déjà des outils, des programmes, des bibliothèques qui utilisent promesse, vous pouvez déjà utiliser async await sans modifier la fonction d'appel. Vous pouvez directement faire ça. Await, wait de 2000. Par contre, il faut juste marquer votre appelant asynchrone. Et ce qui est cool, c'est que là, j'ai une promesse, mais je peux faire un await dessus. Et vous voyez, je n'ai même pas besoin de faire le then. Et comme on est propre sur nous, on fait un try catch. Try catch, voilà. Tac, 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 tac. Voilà. Et comme, donc là on va faire F5, on va juste vérifier que ça marche. Donc merci pour le point d'arrêt. Donc on se met ici. Donc localhost 3000, on attend 2 secondes. Alors s'il te plaît, non. Alors je suppose que mon terminal, j'ai dû le fermer, c'est ça? Voilà, donc tsc-w pour qu'il génère le code. Merci. On va ouvrir un nouveau bash au cas où. Et F5, j'attends 2 secondes. 0, 1, 2, boum. Ça marche pas. Alors, voyons voir. Est-ce que j'ai des informations ici? Donc on va envoyer la réponse au cas où. Ok, on retente. F5. Oh si, ça marche. Bon, ok. Whatever. Les mystères de l'informatique sont des fois impénétrables. Ou alors le problème se situe entre la chaise et le clavier, mais ça, c'est un autre problème. Tiens, qu'est-ce qu'il a généré? Je suis en ES6. Qu'est-ce qu'il a généré? Il a généré ce qu'on appelle un awaiter, dans lequel il va juste recréer la promesse si jamais il y en a besoin. Et après, il va utiliser ce qu'on appelle un yield à base de générateur en ECMAScript. C'est ce qui est derrière le async await. C'est une des parties les plus complexes de ce que génère TypeScript. Mais on peut faire mieux. Si je passe en ES5, là, il n'y a même pas de yield et de générateur. Là, accrochez-vous, ça peut piquer les yeux, mais ça ressemble à ça. Ça, c'est si vous voulez écrire du JavaScript pour ES5 et faire de l'asynchronisme. Vous n'êtes pas obligé. Hein. Vous pouvez utiliser ça, c'est plus fun.
Voilà. Bon allez, soyons pas fous, restons sur ES Next, par exemple, la prochaine version d'ECMAScript. Ça génère quoi? Donc demain, ça générera rien du tout. Alors, il me génère rien pour celui-là? Ça me paraît bizarre. Ah ben non, je suis en bas, je suis con. Ok. Ça m'a généré un 5 await. Donc vous voyez que dans la prochaine version d'ECMAScript, nous aurons un 5 await quand on fera du pur JavaScript. C'est pour ça qu'on dit que TypeScript c'est plutôt cool parce qu'on prend un peu d'avance et comme nous on n'a pas besoin de s'imposer dans un consortium, puisque nous on génère quelque chose et que c'est JavaScript qui lui est contraint par beaucoup de gens et beaucoup de navigateurs, on prend de l'avance et on propose. Voilà. Ok, donc je continue là-dessus. Est-ce que je vous ai tout montré ce que je voulais? Oui. Donc ça c'était E5 await, c'est pas mal, c'était ES7. Passons à Node 8. Alors, on ne dit pas Node V8 s'il vous plaît, on dit Node 8, parce que V8 on va confondre avec le moteur de Chrome. D'accord? Donc on dit Node 8 s'il vous plaît, et Node 8 a apporté NPM 5. NPM 5 c'est la dernière version de NPM qui est plus mieux qu'avant. On sent bien que Yarn a légèrement poussé les gens de NPM à se bouger les fesses. Hein. Ça me rappelle un certain IE8 à l'époque. Et vous avez vu, quand j'ai fait des NPM install, je n'ai pas fait un -save, et pourtant je l'avais dans mon fichier de package JSON, parce que c'est par défaut. Automatiquement, j'ai un lock, un package.lock qui est généré pour pouvoir mettre ça dans votre repository, et pour pouvoir faire du travail d'équipe. Le cache a été complètement réécrit, donc, pour avoir un meilleur cache, et surtout, ce qui m'a permis ce matin de travailler dans le train, par défaut, je peux activer le fait de dire tu vas directement récupérer les packages en mode offline. Avant, avec NPM4, c'était l'enfer. Aujourd'hui, je mets juste un tiret offline et automatiquement, il va les récupérer en offline. Vous avez pas mal de tests qui ont été faits. J'ai récupéré les slides, je n'ai pas fait les tests, mais globalement, apparemment, avec NPM5, on va beaucoup plus vite pour récupérer les packages, ne serait-ce que parce que le cache a été entièrement réécrit et la façon de résoudre les packages aussi. Donc, ça, apparemment, c'est plus mieux. Voilà pour NPM5. Autre nouveauté dans Node 8, l'apparition du moteur de l'utilisation du moteur V8. D'accord? Et qui en plus va permettre de faire la compatibilité sur la version 6.0 et 5.9. Donc ça, c'est le moteur qui est dessous Node, hein, évidemment. Node 8 apporte, donc je vous ai parlé du moteur, mais ce qu'apporte aussi Node 8, ça qui est intéressant, c'est ce qu'on appelle NAPI. Ça permet d'extraire une spécification pour Node et de la faire implémenter par les moteurs, les engines. Donc V8 pour l'instant. Ce qui permet globalement à tous les développeurs de modules, surtout quand on fait des modules en natif, en Python, en C++, de ne pas avoir besoin de recompiler les modules chaque fois qu'il y a une nouvelle version de Node qui sort, voire de vérifier que les API continuent à fonctionner. On a une interface, on la suit et ça marche. Et ce qui fait que du coup, on peut changer le moteur à la volée. Vous faites du Node en version 8.7, mais pourquoi pas si vous voulez changer de moteur et passer sur le Native 8 en 9, voire utiliser un autre moteur qui est le moteur de Edge, qui est Chakra. Chakra qui est d'ailleurs dans le repo officiel de Node, puisqu'il y a une implémentation de Chakra dans Node. Okay? Et ça, c'est grâce notamment au NAPI. Je vous montre comment ça marche. Pour ça, il faut switcher de moteur Node dans mon projet. Ce qui peut être relativement compliqué. Il y a un package qui s'appelle NVS, Node Volume Switcher, je crois, ou Node Version Switcher, qui permet de switcher comme ça facilement de moteur. Donc vous faites ici un petit NVS. Et ici, je peux choisir soit de switcher sur le moteur 8.7, soit sur le 6.11, qui est donc la version LTS, soit sur une Native 9, soit sur Chakra, voire dans des nouveaux. Là, vous pouvez très bien aller sur Node et récupérer la version, je ne sais pas, n'importe quelle version. Okay? Donc vous les installez, il va les downloader, et après vous pouvez automatiquement, donc je vais revenir en arrière, mais je vais passer sur la Native 9. Donc là, automatiquement, boum, mon environnement est basculé sur la version 9 de Node. D'ailleurs, je fais un Node-V, et je suis bien sur la version 9. Mais bon, comme on est tous ensemble et qu'on est au DevFest, je vais passer sur Chakra. Normal. Node-V, et là, je suis bien sur la version Chakra 8.6. Et après, je peux donc lancer... Alors là, par contre, je ne peux pas lancer avec F5, il faudrait que je modifie mon fichier de configuration. Je vais directement le lancer ici, app.js, et avant, ce qu'on va faire, on va lui dire de nous écrire la version sur laquelle il tourne. Process.exec pass. Voilà.
J'espère que ça m'a généré le code. Oui. OK. Et donc là, je reviens ici. Je vais lancer node.app.js. Boum. Je reviens ici. CTRL F5. Et je marche donc sur la version. Donc sur mon sous-système Linux, je donc vraiment fonctionne sur la version Chakra. Je suis sur Windows, sur un système Linux, sur un moteur JavaScript créé par Microsoft. Voilà, c'est cool. OK. Donc n'hésitez pas, lorsque vous créez vos modules, surtout si vous les faites en C++ ou en Python, à utiliser NVS pour switcher d'engine et pour vérifier que ça marche. Et après, si vous avez des gros packages, des grosses applications, aussi faites des tests de perf entre Chakra et Node, entre les Native Build et les LTS, pour voir quel serait le meilleur environnement pour vous. Voilà. Bien. Donc ça, c'est NAPI, ce qui est plutôt sympa comme outil. Donc je vous l'ai montré. D'autres choses sont arrivées. Donc je ne sais pas quelle heure il est. Il est 14h31, donc je ne vais pas faire la démo. Async Hook, ça permet de hooker tous les événements qui ont un callback. Vous verrez dans mon repo GitHub, j'ai la démo sur Async Hook. Vous mettez ça, vous vous abonnez, et dès qu'il y a un callback qui est appelé n'importe où, vous avez un événement qui est levé et vous pouvez le catcher. Ce qui permet de faire du catch de fuite de mémoire ou de callback L ou ce genre de bêtises-là. Ça, c'est arrivé avec Node 8. Vous avez aussi l'implémentation de l'aspect pour les URL. Donc, je vous dis, vous avez une URL, vous avez un package utility dans Node, qui est URL qui permet de avoir une compliance avec la spécification WhatWG URL. Okay, donc, ça permet de générer des URL. Je ne vais quand même pas vous faire la démo, vous l'avez ici. Et après, vous avez aussi un truc plus sympa, util.promosify. On a rajouté, enfin, ils ont rajouté dans Node un petit outil qui permet de prendre une fonction avec un callback et d'en faire une promesse. Si vous, encore une fois, vous avez des bibliothèques qui contiennent plein de promesses, de fonctions avec des callbacks, pas la peine de les réécrire, vous utilisez util.promosify. Hop, démo. Donc ici, si je prends donc cette fonction, voilà, donc ici, je suis ici, donc on va voir .wait, je vais juste descendre un petit peu ça. Bon, supposons que j'ai cette fonction-là, donc brise, qui donc prend un callback, un number, s'il est supérieur à 10, il fait un callback, s'il est inférieur, il génère une erreur. Rien d'extraordinaire. Ce qu'on peut faire ici, c'est faire un import from, donc utile, et donc je vais appeler ça étoile as utile, from utile, et ici ce que je peux faire, ici je vais faire un var brise async prend utile.promosify de brise. Et voilà. Et maintenant ce que je peux faire ici, je peux faire un await. Alors je vais vérifier ça, vous m'excusez. Await, on va faire exprès de générer une erreur. Donc on va lui dire que si c'est inférieur à 10, pour vous montrer que je fais un callback qui va appeler l'erreur, qui est ici, et ça va quand même passer dans le try catch, ça va arriver ici. Bon, aujourd'hui, le fichier de définition n'est pas bon, il n'a pas tout, donc excusez-moi pour ça. Je vais juste rajouter ici la définition qui manque, mais je suppose qu'elle sera mise à jour quand il faut. Voilà, bref. Donc là, du coup, je ne dois plus avoir mon warning, et voilà. Mais arrête, toi. Voilà qui est fait. Donc je fais un await brise à 5 et donc on a compris que ça allait générer une erreur. Et donc maintenant si je lance, alors je vais fermer celui-là, ok, si je lance tout ça et si je viens ici, je fais F5, boum, ça a bien généré l'erreur, je suis bien passé dans le try catch. Vous voyez que je suis parti d'une fonction qui a un callback que j'ai transformé en promesse et j'ai utilisé le async await. Je ne vous montre pas ce que ça a généré derrière, hein, on est d'accord ? Alors, je vais quand même fermer un petit peu tout ça, parce que ça me gonfle un peu, là, du coup. Exit et logout. Voilà. OK. Voilà qui est bien. Il est 14h35, je suis pas mal. Bien, donc, Promosify, n'hésitez pas à l'utiliser. Voilà. Maintenant, on va rentrer dans le gras, dans le truc un peu plus compliqué. On va parler de Node.js Future, donc la version 9, que je vous ai montré tout à l'heure. La version 9... Le gros souci de la version 9, c'est les modules. Donc les fameux modules ECMAScript modules, qui sont apparus dans l'aspect ES8.
D'abord, sachez que les modules existent déjà dans la nouvelle norme d'ECMAScript et que vous pouvez déjà l'utiliser dans vos browsers. Le gros truc des modules, c'est qu'en plus, on peut faire de l'injection de modules au runtime. Vous voyez mon outil.js ici, quand je fais add text to body, je suis capable d'injecter un module au runtime dans du HTML. Je suis capable de faire un eval de l'injection d'un module dans une page HTML. Ça, c'est notre prochain cauchemar à tous développeurs, quand on va voir ce genre de code-là arriver. Mais c'est possible. Bref, je ne dis pas qu'il faut le faire, hein, soyons bien clairs. Hein. Aujourd'hui, dans Node.js, le système de modules, c'est CommonJS. Le problème de CommonJS, par rapport à la spec ECMAScript, c'est que lui, il est asynchrone et il est évalué au runtime. Outre le fait que la syntaxe ne soit pas la même, dans un cas, on a un import-export, dans l'autre cas, on a un export point et un require, il y a aussi des problèmes qui sont dus au moteur lui-même. Vous avez tout un thread de discussion sur l'EPS, donc les propositions, pour l'implémentation des modules. Ça dure depuis à peu près 1 an, cette histoire. Le problème que s'impose Node, c'est qu'il va être compatible. Ils ne disent pas on passe de require CommonJS à import ECMAScript, on veut les deux en même temps. Je vais être capable de faire un import en ECMAScript, en ESM, depuis un export en CommonJS. Et là, c'est là que les problèmes commencent. Parce que le problème, c'est que CommonJS est synchrone et évalué au runtime, alors qu'ECMAScript, il est asynchrone, comme on l'a vu dans notre exemple tout à l'heure, et il est évalué pendant le parse time. Et ça, c'est problématique. Voilà un exemple. J'ai un console.log, require, console.log. Dans un cas, je fais un export et un require, et dans un autre cas, je fais qu'un export. Quand je suis en synchrone, vous voyez que j'ai du blanc, du vert, du jaune-jaune, du vert, du blanc. Et quand je fais un asynchrone, j'ai du blanc-blanc, vert-vert, jaune-jaune. Donc on voit bien que l'ordre des imports n'est pas le bon. Et ça, c'est le cauchemar des gens de chez Node, en tout cas des gens qui travaillent sur Node, pour avoir une compatibilité. Et ça fait 1 an que ça dure. Moi, je suis les threads, je me marre tout le temps. Enfin, je me marre. Je les plains, mais je me marre. Parce que c'est compliqué à résoudre. Donc, comme ils veulent être interopérables, c'est là que ça se corse un petit peu. Donc, il y a plein de façons de faire. D'abord, est-ce qu'on force à retourner une promesse ou on force à retourner un objet? Est-ce qu'on fait les deux? Est-ce qu'on utilise un nouveau système de fichiers? Est-ce qu'on garde du point JSON ou est-ce qu'on fait un nouveau fichier qui serait des modules JSON, des MJS? Ou est-ce qu'on invoque Obi-Wan Kenobi pour nous aider? Donc là, c'est là que ça se complique. Et alors, allez lire les threads dans le CTC. Je vous garantis que les gars, souvent, ils disent « bon, on reporte à plus tard parce que là, c'est tard et tout, j'y arrive pas ». Donc c'est assez marrant à récupérer. Moi, j'ai tout lu, c'est assez bluffant. C'est marrant, mais quand on lit les problèmes techniques, même moi, je vous avoue que de temps en temps, je suis complètement lost dans ce qu'ils disent. Mais bon, c'est assez marrant. Il y a même des gens qui ont fait des repos où ils prennent la défense de .js parce qu'ils ne veulent absolument pas un nouveau système de fichiers avec un nouveau nom qui serait les MJS. Donc là, il y a tout un thread qui dit oui, JS, c'est quand même, c'est bien, quoi, il faut garder JS. Et il y en a certains qui disent non, ça n'y arrivera pas si on ne renomme pas le fichier. Donc toutes les références, vous les avez. Je vous donnerai, vous les aurez dans mes slides et vous pourrez lire un petit peu tout ce qui se passe. Et du coup, la décision a été prise d'utiliser un nouveau système de fichiers qui seront donc les MJS. Et dans les threads, ils appellent ça le Michael Jackson Script pour MJS, qui permet de dire globalement, si je suis dans un MJS, c'est que c'est du ESM, si je suis dans un JS, c'est que c'est du CommonJS. Comme ça, on est rétrocompatible avec tout ce qui existe aujourd'hui, et Dieu sait que dans Node, on en a des modules qui existent, et on sera compatible pour le reste, pour la suite. Sauf que, on implémente un nouveau système de fichiers, qui sera donc les MJS. Et qui permettra, ou alors, dernière solution, on change la norme ECMAScript. Mais là, les mecs de Node, quand c'est allé voir le consortium, le CTC, le TC39, ils ont dit ouais, il faudrait changer la norme d'ECMAScript. Ils ont dit vous êtes gentils, nous ce qui nous intéresse c'est le browser, c'est HTML et JavaScript, vous votre truc là on s'en fout, hein. Donc on ne va pas changer la norme pour vous. Donc du coup, tant pis. Voilà. Par contre, ce qui est bizarre, c'est que ça marche dans Babel et dans TypeScript. J'ai fait depuis tout à l'heure. Il me reste une demi-heure, c'est ça? D'accord. Putain. Donc, ça marche dans Babel et dans TypeScript. Comment ça se fait? N'oubliez pas que Babel et TypeScript, eux, ils n'implémentent pas la norme. Ils transforment une syntaxe en du CommonJS. Donc nous, on ne fait que prendre la syntaxe et après, on le transpile en vrai JS.
Par contre, Node, eux, ils ne veulent pas faire du transpilage. Ils veulent vraiment implémenter la norme. Hein. Donc, ne confondez pas ce que moi je vous montre en TypeScript, qui va générer du JavaScript, du CommonJS, avec la véritable implémentation qu'on devrait avoir dans Node. Donc, globalement, qu'est-ce qu'ils disent? Eh bien, on aura ça dans Node V10, peut-être, si tout se passe bien, l'année prochaine. Okay, sauf qu'aujourd'hui, il est déjà implémenté dans Node V9 avec des flags. Mais je vais vous le montrer. Alors, je vais maintenant vous expliquer un petit peu toute cette syntaxe que je vous ai montrée avec des crochets, avec des étoiles et avec des rien du tout. Pour vous montrer un petit peu comment ça va se passer. Je me dépêche, je vous promets. Alors, globalement ici, je vais donc faire, alors pour aller vite, je vais faire ça. Je vais prendre ici un fichier. Donc, on va prendre people.ts dans lequel j'ai cet export-là. Je vais rajouter deux classes. Donc, j'exporte kid et j'exporte this amazing guy from ms. Voilà. Et donc ici, j'ai trois exports dans mon fichier. Donc les imports, ça se passe comme ça. Donc si je reviens dans mon app.ts ici, donc supposons que je vire ça, donc on va faire un truc comme ça. On va faire import. Donc d'abord, vous pouvez importer chacun des objets. À la suite, kid, personne et this amazing guy. Par contre, le this amazing guy, c'est un peu long à écrire. Et moi, je vais faire un alias. Donc, je vais dire Seb, as Seb. Du coup, je crée un alias, c'est plus rapide à écrire. Maintenant, ce que je peux faire un var k égale new kid, ok, et je peux faire un var s égale new Seb. Mais derrière, vous avez compris qu'il va appeler le this amazing guy. Okay, ça, c'est la première façon de faire un import. Ou alors, vous pouvez dire, bon, ce qui serait cool, c'est de tout importer, parce que j'ai beaucoup de classes et je les utilise toutes. Donc, au lieu de faire chacun des objets, on va faire un étoile, mais comme un étoile, ça ne veut rien dire, on va lui donner un alias, as ppl. Et maintenant, pour faire un var p égale new, maintenant, il faut que j'appelle mon alias .personne. Okay, deuxième façon de faire. Et enfin, la dernière façon, c'est de faire ce qu'on appelle une classe par défaut. La classe par défaut, ça ressemble à ça. Export class, on va l'appeler default, class, donc je vais appeler ça ppl, peu importe. Et à ce moment-là, quand je la note default ici, je n'ai pas besoin ici de faire un crochet-crochet. Je peux directement dire, tu importes la classe par défaut, il n'y en a qu'une dans mon fichier, et donc comme elle est par défaut, je peux directement la donner. Donc elle s'appelle ppl, donc je fais import ppl. Mais comme c'est un alias, je peux l'appeler comme je veux. Je peux l'appeler LPP, par exemple. Et je peux faire un var t égale new LPP. Et là, ça a généré cette classe-là. C'est quoi l'intérêt de ça, d'avoir un default? C'est pour protéger les classes au-dessus. Si vous ne voulez pas toutes, si vous voulez encapsuler vos classes au-dessus, mais pouvoir les exporter facilement, eh bien, je vous montre la technique. Alors là, j'ai exporté une classe, mais je peux exporter directement un objet. Hein. D'où le fait d'avoir un alias, parce que sinon, je ne saurais pas l'importer de l'autre côté. Alors, je vous montre directement le code. Hop, je peux faire un truc comme ça. Hop là, vise. Voilà ici, j'exporte une classe people. Je fais un new people, j'en crée une instance, et je l'exporte. Je peux faire ça. Et après, ce qui est bien, c'est qu'après, je peux tout protéger ici, là, si je veux. Tic, tic. Donc, le seul moyen d'accéder à... Alors, un petit P minuscule, c'est ça? Voilà. Le seul moyen d'accéder maintenant à mes people, c'est de faire un lpp.personne ou .az. Va. Voilà. Ça, c'est ce que fait par exemple jQuery. Quand vous faites un import, vous faites import $ from jQuery. $, c'est la seule fonction qui est visible dans jQuery. Et après, vous passez par $, qui encapsule les appels à toutes les autres classes. Voilà l'intérêt de faire du default. Mais encore une fois, alors ici, du coup, c'est lpp.personne. Là, je suppose que j'ai dû oublier de passer mon âge ou un truc comme ça. Pourquoi ça ne marche pas? Ah, pardon. Comme c'est une fonction, excusez-moi, voilà. Donc là, j'ai tout. Est-ce que ça a tout bien généré? Je suppose que oui. Avec mes requires qui vont bien. Avec mon, vous voyez, il appelle directement mon default ici. Bref, tout fonctionne plutôt bien. Et là, par contre, on est bien d'accord que j'ai généré du CommonJS. Je n'ai pas encore utilisé les points .js. Je vous ai dit, 5 minutes, mais je suis large. Je vous ai dit,
qu'on était capable aujourd'hui d'utiliser la Nightly Build pour faire du MJS. Donc là, on va passer dans le futur. Et on était déjà quand même pas mal là. Et je vais vous montrer un petit peu comment ça marche maintenant sans passer par un transpiler. Donc vraiment en passant en du pur JS. Donc là, je vais directement vous montrer la démo, qui est donc ici. Donc ici, j'ai généré des points MJS qui sont pour l'instant pas encore très bien reconnus par l'extension du moins. Et je vais donc les ouvrir ici avec code. Et vous allez voir que c'est exactement la même chose. Donc déjà, on va grossir. Voilà mon people.mjs. Vous le reconnaissez, sauf que c'est du pur JavaScript. Donc c'est pas du TypeScript, donc il n'y a pas de typage. Et, alors peut-être pas celui-là. Voilà, donc c'est celui que j'ai fait tout à l'heure. On a la classe kid, etc. J'ai fait mon export. C'est du pur JS. C'est du .mjs. Et dans mon app.js, j'ai fait un import. J'ai fait $ un peu, je me la joue genre jQuery, quoi. Et après, je fais un $.person. Sauf que là, pour lancer ça, il faut que je passe sur la Nightly Build, donc la 9.0. OK. Et 2, j'ai comme l'impression qu'il ne me l'a pas sélectionné. Oui, ça marche. Ouais, mais ne me casse pas la démo. C'est vrai qu'il a raison, ça marche aussi en 8.7, mais bon, pas tout. Et donc ici, ce que je vais faire, donc c'est du futur expérimental, je vais faire node app. app.mjs, et il me dit que je suis donc dans un module expérimental, mais qu'il a quand même été capable de le fonctionner. Il a bien réussi à faire mon require. Et là, je ne suis pas en TypeScript transpilé en JavaScript, je suis en pur JavaScript en utilisant l'implémentation d'ECMAScript dans Node, qu'on aura donc normalement alors j'espère dans la V9, il disait V10, mais bon, vu que c'est déjà implémenté dans la V9 et qu'effectivement dans la 8.7 on peut déjà l'utiliser en mode expérimental, il faut espérer que nous l'aurons demain. Voilà. Donc, n'hésitez pas à utiliser TypeScript pour faire ça, mais vous pouvez aussi faire du MJS si ça vous en donne, si vous avez envie. Il existe aujourd'hui un package qui s'appelle std/esm, qui est un polyfill qui permet déjà de faire ça. Si vous ne voulez pas utiliser TypeScript, si vous n'utilisez pas notre version, la build, la Nightly Build, la 9 ou la 8.7, si vous restez sur la 6, vous pouvez utiliser un polyfill qui s'appelle std./esm qui permet globalement déjà de faire des imports dans du Node sans passer par des choses qui ne sont pas finalisées. Il est donc 14h48. Je vous remercie d'avoir participé à cette session. Et il me reste 2 minutes pour vous dire qu'il faut se subscribe à mon Twitter et pour me poser des questions si vous en avez. Sinon, je patienterai dehors pour ceux qui veulent. Est-ce qu'il y a déjà une question qui serait par quelqu'un? Ou j'étais limpide comme de l'eau de roche? Au niveau de TypeScript, comment ça va se passer? Il y aura un fichier MTS? Bonne question, mais ça se pourrait, ouais. MTS, pourquoi pas? Je ne sais pas du tout. Pour l'instant, mais pour l'instant, on regarde comment ça fonctionne. Et je pense qu'on aura sûrement des fichiers TS, mais on donnera une directive pour le transformer soit en JS, soit en MJS. Et suivant la directive, il transpilera vers du require, vers du command.js ou vers de l'ESM. Je pense qu'on va rester sur du TS. Mais je n'ai pas de réponse. Il y a une autre micro-question. Juste, d'ailleurs, tu as présenté, donc c'est le Promisify qui est dans Node 8. Est-ce qu'il y aurait moyen de le transpiler aussi vers du... Le dernier, le STD? Promisify, l'utilitaire de Node 8. Ouais. Est-ce que le TypeScript pourrait en créer un polyfill pour les anciennes versions de Node? C'est une bonne question. Je ne sais pas. Pour avoir Promisify, non, parce que ça a été implémenté dans le cœur de Node en tant que nouvelle fonction. Effectivement, si tu ne targetes pas la dernière version de Node, en tout cas au moins la 8, tu n'as pas Promisify. Donc, du coup, tu n'en as pas besoin si tu fais du TypeScript, parce que TypeScript, lui, on a un Promisify, un promesse, qui permet de transmettre vers des promesses. Mais il faudra quand même que tu encapsules ta fonction dans la promesse. Voilà, s'il y a une step de plus à faire. Il est l'heure, je vous remercie beaucoup. Merci. Je vous réponds à la question, venez me voir. Merci beaucoup. Je suis super content qu'il y ait eu du monde et que vous soyez là. Merci.